Oui, c'est bon. Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes déjà le jeudi 21 décembre. Il est exactement 12h30. Dans un instant, nous allons recevoir Gérard Pita-Permal, le président du comité du premier jour. Bonjour. Bonjour. Même namasté, je devrais dire. Oui, On y revient. Bruno Mounigan, directeur LUDAC, SICA sera aussi avec nous. Rosin Mounien, responsable de pilotage de la responsabilité sociétale des entreprises au Crédit Agricole sera là. Un peu plus tard, on va recevoir au docteur Fabiola Anzala Hero, directrice de Go Up, organisme de formation. Et on va terminer avec Jim Lapin, conseiller régional, mais aussi maître de conférence. Avec lui, on parlera d'audiovisuel. Sinon, l'actualité, c'était le retour de la Miss Guadeloupe, qui n'a pas gagné, mais enfin, il y a beaucoup de paroles autour de cette élection. On dit que la Guyane était de gagner, la Guadeloupe peut-être sortie d'eux. Enfin bref, c'est passé, mais elle est quand même arrivée en troisième position. Et tous ses amis, tous ses fans, vous les voyez, étaient là. Et elle était très contente. La région met à l'honneur deux anciennes présidentes de la région. Eh bien, il y a eu bien sûr, Madame Lucette Michel-Chevry qui est décédée il y a 2 ans. Mais il y a Madame Bourrel qui est encore là. Et donc, Harry Chalus a tenu, comme on dit en créole, à les glorier. Signature de la convention entre le département et Fouillol, ça aussi c'est important. Depuis quelque temps, le département s'est mis dans on peut dire, dans le sérail même de l'université, puisque quelquefois la région n'a pas fait ça, il faut. Le conseil départemental a décidé de mettre 450 000 euros pendant 3 ans. Pour aider l'université à faire ce qu'il faut pour se développer. Je rappelle, on va en parler tout à l'heure. Et puis, Noël pour tous, des cadeaux pour les enfants de Capesterre, ça aussi c'est important. Il y a des enfants qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens. Eh bien, avec Madame Darcy tout à l'heure, on parlera de tout ça. Voilà un petit peu ce qui fait le sommaire. Merci d'être avec nous. Et je vous l'ai dit, on reçoit M. Gérard Pita-Permal, qu'on a vu beaucoup ces jours-ci, puisqu'il y avait une visite de l'ambassadeur de l'Inde pendant 3 jours, un véritable parcours. Et on en parlait avec l'organisateur de cette grande cérémonie qui s'est terminée à Zévalos dimanche dernier. Je parlais de Olivier Ramaille. Et aujourd'hui, on reçoit Gérard Pita-Permal. Pourquoi? Parce que dimanche, c'est Gérard Nyombité qui a fait dimanche. oui, dimanche, c'est la commémoration du 16e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe. Mais avant ça, je voudrais saluer les téléspectateurs. Je leur dis bonjour, bien bonjour, comme tu m'as dit, namasté. Mais je peux leur dire ça en chantant si tu veux. Ah bonne nuit. Ah non, il y a qu'à parler. Saleman, Saleman, aman, taille pas le même va s'égriller. Saleman, Saleman, n'a pas, taille pas le même va s'égriller. Saleman, Saleman, siniguden, taille pas le même va s'égriller. Titité. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça y est exactement? Alors, je t'ai dit que j'allais saluer. Pas en français, pas en anglais, donc ça. Voilà. Alors, c'est ce qui nous reste. Oui. C'est ce qui nous reste de ce que nos ancêtres ont emmené. D'accord. Donc, on va peut-être dire que c'est du tamoul, un peu de l'hindi, il y a 170 ans, et qui ont été transmis de bouche à oreille et qui restent là. Et c'est ce que nous avons au fur et à mesure répété de génération en génération. Mais nous savons pourquoi nous le faisons. Tout à fait. Par exemple, je prends un exemple. Quand je dis Saleman, Saleman, Aman, Aman, tu connais Aman? Yannick, l'autre est Thibaut. Ou t'es qu'à arriver, maman pas vrai. Maman qu'a crié, Danik! Ou t'es qu'à répondre, Eti Aman! Eti Aman! Papa, apa. Le papa t'es qu'à crier, Danik! Bonsoir Danik, là où là, il t'es qu'à répondre, Eti Apa! Alors, on a Aman, Apa, Sineguden, qui veut dire, ce sont tous les amis. Mais dans cette chanson, Apa, c'est pas le papa, c'est tous les pères. Tous les pères. Donc, tous les hommes. C'est une chanson fraternelle, une chanson qui rassemble. Amant, c'est toutes les mamans. Donc, on honore, on vénère toutes les mamans en leur disant bonjour. Voilà. Ah bon, quoi, hein? Ah oui, d'accord. Oui, Saleman, Saleman, aman,
taille pas le même, va se guider. Saleman, n'a pas, taille pas le même, va se griller. Saleman, qui dégriden, taille pas le même, va se guider. Titité. Comment que moi sur ma talon là? Ah, TP, baoli comme ça aussi. Ouais. Et quand je te dis titité, ça ne veut pas dire d'autres bitets, eh bien, c'est fini. Hein? Voilà. Et comment Gérard, comment vous faites connaître ce bien là, ça joue là? Eh bien, vous savez qu'en pâté, tellement adon. Alors, vous te connaissez moins sans tennis à déyer. Hein? Vous savez pourquoi tu es en tennis? Oui, enfin, ça, vous rendez les fans. Oui, Oui, ça. parce que c'est si mon amour de jouer Absolument, tennis, absolument. en à la Ligue de Oui, tennis, Ligue de en t'es tennis. président des clubs, c'est en tennis, en tennis. Ouais. Et en t'es fréquenté milieu là, ça, au fur et à mesure. Mais depuis en trouvé moins, par qu'à gérer, qu'à présider le comité du premier jour là, en participé, fait en qui ça par entrer dedans. D'accord. Donc, on rentre dedans, on apprend des chants, on apprend des prières, on apprend à jouer petit peu matalon aussi. Pourquoi je m'attends aussi? Oui, vous comprenez. À jouer guitare. D'accord. Donc, à partir du moment qu'on a joué guitare, On est rythme là. on est au rythme, et en paix, voilà. D'accord. Voilà. Alors, comme chaque année, moun passe ça, moun ka oublié ça des fois, les premiers Indiens, travailleurs indiens, ils viennent en 1854 et ils arrivent à la veille à Noël. Oui, il est arrivé en 1854 au bon bateau qui a crié l'Aurélie. L'Aurélie. Mais on C'est sait, les premiers voyageurs parce que t'es une après Téni 94 voyages et Téni environ presque 43 personnes qui arrivent. Ouais. D'accord. Donc, si nous avons commémoré le 169e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs en Indie en Guadeloupe, mais à part le fait de nous avons créé ça, le comité du premier jour. Le premier jour. Alors, pourquoi comité du premier jour? Parce que c'est le premier jour qu'il est arrivé, mais c'est le premier jour qu'il est arrivé que, disons, que la Guadeloupe changeait. Arriver à eux, changer la Guadeloupe dans les mentalités, changer la Guadeloupe dans l'économie, changer la Guadeloupe dans les habitudes culturelles. Voilà. Dans l'agriculture aussi. Eh oui, donc c'est arriver à eux. Le premier jour de leur arrivée, c'est le premier jour du changement. C'est comme ça que nous avons considéré ça. D'accord. Et donc, chaque année, donc, il y a une manifestation qui a fêté la pointe. Et d'après ça, on comprend, j'ai compris pendant la visite de l'ambassadeur, c'est que le monument qui se trouve à Pointe-à-Pitre, tôt ou tard, il va être déplacé. C'est pas tôt ou tard, ouais. Il sera déplacé en 2024. 2024, ça y est? Parce que non, j'ai vu non, les non. plans, j'ai vu Non, tout non, vu. il sera déplacé en 2024 quand on travaille avec le département, avec la région, avec la mairie de Pointe-à-Pitre, qui nous ont tous donné l'engagement que ce sera fait. Oui. On y croit. Hein? Donc, moi, par principe, nous ne pas retourner même côté là. Hein? En 2024, en 2024. Donc, c'est dernier là. C'est c'est dernier là. dernier premier jour. Dernier premier jour, voilà. Et c'est le même monument. Oui. C'est le même monument qui sera... voilà. Et pourquoi c'est le même monument? Parce que ce même monument a une valeur symbolique. Ça fait depuis 2005, on le sanctifie, on le vénère. Hein? On dépose un malade, on fait des prières autour. Il y a des générations et des générations qui sont passées autour. Donc, il n'est pas question qu'on puisse faire un autre monument. C'est celui-là qui va être déplacé, qui sera aux marques, et il appartiendra à l'architecte de le mettre en valeur. Alors, il y a une question que je pose. Souvent, lors de cette commémoration, on jette des fleurs dans la mer. Ouais, alors, c'est symbolique. Oui. C'est symbolique. C'est le voyage de retour. Le voyage de retour. Parce qu'il faut savoir que les travailleurs indiens, quand ils sont partis de chez eux, ils n'habitaient pas forcément près des ports d'embarquement, Pondichéry, Calcutta et tout ça. Donc, très souvent, on les recrutait dans le fond fin. Voilà. Et on les emmenait dans le port. Mais quand on les recrutait, on leur faisait miroiter beaucoup de choses. C'est ça. Vous savez, quand vous voyez un contrat d'engagement, ça belle. Ouais. On va travailler, on va vous payer, on va vous nourrir et on va vous donner de quoi pouvoir manger. Vous allez faire 5 ans et puis après, vous allez pouvoir repartir. Donc, vous pouvez faire des économies et vous pouvez pouvoir repartir. Ouais.
Voilà. Donc, quand vous entendez ça, c'est beau. Mais quand vous arrivez face à la réalité, c'était pas ça. Mais La d'ailleurs, réalité, il y a beaucoup de travailleurs indiens qui sont repartis, d'ailleurs. ah non. Non, 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 non. Il y a eu 9000 qui sont repartis. 9 000 sur les 47 9 000. 000 à peu près sur les 42 000 qui sont arrivés. Voilà. Alors, je vais te dire quand même, les 9 000, quand ils sont repartis, il ne faut pas croire qu'ils sont repartis les poches pleines, hein, en bonne santé. Parce qu'ils étaient usés, laminés, fatigués, harassés, rompus sur les habitations. Exploités sur les habitations. Donc, il y a même eu... bon, les planteurs, à l'époque, disaient... Bon, ils avaient demandé au Conseil colonial de leur fournir une immigration indienne pour pouvoir sauver leur économie. Mais c'est le Conseil colonial qui a payé le voyage, tout. Et en arrivant en Guadeloupe, ils ont peut-être participé pour quelques sous. Ouais. Voyez-vous. Donc, comme ils n'ont pas dépensé, ils s'en foutent. Alors, même si éventuellement, il y a un qui disait, même si il en meurt, on m'en donnera encore d'autres. Voyez-vous, c'était l'esprit. Donc, les gens, je prends un exemple. À l'époque, parmi la population indienne, les gens mouraient avant l'âge de 25 ans. Tout à fait. On a eu 28 000 décès avant l'âge de 25 ans. Bon, je n'emploierai pas d'autres mots, mais ils étaient fatigués, harassés. Donc, et des fois aussi, ils se suicidaient. Oui. Donc, ils se suicidaient pour ne pas accepter ces histoires. Alors, cette manifestation qui se fera, alors je vois qu'il y a à 8h45, il y a un Aourati. Un Arati, au fond de lumière. Alors, au fond de lumière, on a mis c'est pour pouvoir bénir les lieux, sanctifier les lieux et sanctifier tous les gens qui sont là. Voilà, et diffuser l'énergie. Mais ça n'a rien de religieux, c'est tout à fait laïque. D'accord. Ok. Bien. Bon, écoutez, j'ai envie d'apprendre juste un dernier mot comme avant de vous laisser partir. Qu'est-ce que vous avez comme bilan personnellement, vous, puisque vous étiez à la manœuvre, on peut le dire, pendant la visite de l'ambassadeur? J'ai un bilan très positif. Comparativement aux autres qui seraient revenus auparavant, qui auraient dit des choses, cette carte Piaillou, comment il s'appelle, ça fait des années dont on en parle. Celui-là est venu avec un calendrier. Il dit qu'au cours de l'année de 2024, ce sera fait. Il est allé comment vous dire, moi je parle pour ce qui me concerne, hein. Pour l'économie, je laisse les politiciens parler. Hein. Mais pour ce qui nous concerne, nous, associations, il est allé au centre des archives, il a consulté les archives, il a vu qu'il y a suffisamment de documents qui sont exploitables pour faire que, quelle que soit la personne qui pourrait prouver qui serait d'origine indienne, puisse avoir cette carte PIAU. Donc, cette carte va permettre aux gens d'aller en Inde, d'investir, et ça va permettre aussi aux gens d'aller étudier, de commercer avec l'Inde. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il a parlé de l'éventualité d'un consulat de l'Inde en Guadeloupe? Oui, il a parlé d'une éventualité de consulat de l'Inde en Guadeloupe qui servira de pont. Qui servira de pont dans la Caraïbe, dans toute la Caraïbe. Ah, dans toute la Caraïbe? Dans toute la Caraïbe, puisque la Guadeloupe servira de tête de pont. Et même ce consulat peut servir disons que la population guadeloupéenne pourrait servir de pont entre la France et l'Inde. Parce que c'est ici, en Guadeloupe, en Martinique, qu'on trouve des ressortissants indiens dans la Caraïbe. Il y en a en Trinidad quand même. Oui, mais ils ne sont pas français. Donc, oui, je t'ai cité avec la France. Il se trouve que Emmanuel, bon, je ne vais pas citer ça pour Emmanuel Macron, il a bien autre chose à faire, mais il avait déjà rencontré l'ambassadeur et il avait déjà donné son accord. Et il va pouvoir permettre l'accès de cette carte PIAU. Je rappelle, ce n'est pas un deuxième passeport, ce n'est pas une deuxième identité, ce n'est pas une deuxième nationalité. Puisque l'Inde ne reconnaît qu'une seule nationalité, la nationalité indienne. Donc on demeure français, guadeloupéen, mais nous avons quelque chose qui pourrait nous permettre d'aller en Inde, venir, repartir, investir, acheter et revendre.
Rendez-vous dimanche 24 à la DARS à partir de... À partir de 8 heures. Alors pourquoi je dis à partir de 8 heures? Parce que nous avons, à 8h30, nous allons démarrer la marche du souvenir. La marche exactement symbolique. Quand les premiers Indiens sont arrivés, ils devaient rejoindre le dépôt d'immigration qui était près du Mac. Oui. Donc, ils ont fait une petite marche pour aller dans ce dépôt-là. Donc, nous allons répéter cette marche, bon, en forme d'opposition, mais nous allons répéter ça, voilà. Et nous voulons démarrer à 8h30 pile. Donc, il faudra s'organiser, organiser la marche. Pas venir avec talons. Ah non, ou peut venir avec talons, au contraire, c'est très élégant, puisque Pour la marche, c'est pas content. Non, mais la marche fait que 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres de marche, au contraire, on a la danse est bien organisée, c'est bétonné, c'est bien plat. La mairie a fait un bon travail là-dessus. Bien. Ben, Monsieur Peter Péromal, merci. Mais je te remercie. Tu nous invites chaque année. Voilà. Pour le 12h45. On revient à l'actualité. Ben, le retour de Miss Guadeloupe. Michel de Pape était sur place hier à l'aéroport. Entre-temps, Imane est de retour. Bonjour. Imane est de retour aussi. Oui, de retour aussi, oui. Namasté. Namasté. Voilà, c'est parti. Il est tout à fait normal que la ville des Abîmes la soutienne et l'accueille. En plus, elle arrive en territoire abîmien, donc à l'aéroport Paul Caraïbe, qui est le territoire des Abîmes. Donc pour nous, aux Abîmes, en tout cas au nom du maire de la ville des Abîmes, c'était une logique tout à fait naturelle que nous soyons là pour accueillir notre Miss, qui n'a pas démérité, qui a eu un très beau parcours, de Miss Guadeloupe jusqu'à la 3e Dauphine à Miss France. La semaine de presse s'est très très bien passée. On a vécu un séjour merveilleux en Guyane. C'était vraiment de belles aventures. Et puis l'élection en elle-même, l'apprentissage, c'était un beau moment. On était 30 jeunes femmes, on se découvrait aussi, on apprenait à se redécouvrir et c'était un beau moment. Et pour nous, elle sera la gagnante. Elle est dans notre cœur depuis quand cette aventure a commencé. L'élu à la jeunesse l'a toujours accompagnée, le maire l'a toujours accompagnée, l'élu au tourisme aussi était à ses côtés. Donc c'était un devoir pour nous d'être présents aujourd'hui à ses côtés et la féliciter. Oui, ma chute, il faut en parler bien évidemment. Mais comme je l'ai dit dans de précédentes interviews, Bikidi Pavledi tombé. Donc c'est que certes je suis tombée, mais en fait c'était une manière aussi de montrer ma persévérance que certes, je suis tombée, mais je repars de plus belle. C'était vraiment une bonne façon de montrer aux jeunes qu'il faut y aller malgré les difficultés. Moi, je perçois vraiment toutes ces petits quiproquos vraiment de manière très positive. Eve Gilles est une magnifique représentante. Je sais qu'elle fera un très très beau boulot. Vraiment, elle est merveilleuse. C'est vraiment une femme avec une très belle personnalité. Donc, je sais qu'elle continuera à faire briller la France tout autant. Et puis, pour les Dauphines, on a été top. On a vécu une aventure merveilleuse. Donc déjà, participer à l'aventure, c'est déjà un beau cadeau. Voilà, 12h47, on prend la première pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour le focus. Et aussi, on se retrouve avec Imane qui est revenu de la Guadeloupe. Voilà, il est 13h02, nous sommes revenus sur le plateau. Dans un instant, on va parler des 100 ans de formation du lycée agricole. Un siècle, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées. Et on va recevoir pour ça Madame Fabiola Anzala, bonjour. Bonjour. Directrice de Grow Up, elle va nous expliquer ce que c'est. Bruno Mounigan, directeur de l'UTAXICA, merci d'être là. Et Rosan Mounion, qu'on connaît, Rosan Mounion Junior quand même, responsable du pilotage de la responsabilité sociétale des entreprises et aussi responsable du village, il faut le dire. On a eu l'occasion avec plaisir de vous reconnaître. Donc on parle de tout ça. Avant, on fait un petit retour sur l'actualité avec Imane. Oui, au niveau de l'actualité, on a évoqué le retour de la Miss Guadeloupe qui est revenue en Guadeloupe, donc 3e dauphine de Miss France. On va maintenant parler de la région qui met à l'honneur ses deux anciennes présidentes, Madame Bourrel-Linsartin et Madame Lucette Michaud-Chevry, en inaugurant des salles à leur nom. On va voir un reportage d'Olivier Félix. Je pense que Mme Chevry et Mme Bourrel le méritent. Elles ont été présidentes du conseil régional. Elles ont fait un travail considérable et profiter effectivement
de la présidence de Mme Borrell, qui est encore conseillère régionale. Pour moi, c'était l'idéal, le moment de le faire en cette fin d'année, où nous avons eu des moments tragiques, des tragédies qui ont vraiment bousculé la région Guadeloupe. Donc pour moi, c'était normal et elle le mérite. Une émotion intense et un honneur que je devrais donc, comment je dirais, respecter, accompagner, parce que le président Chalus a fait quelque chose d'exceptionnel, chose que je n'attendais pas. Donc aujourd'hui, c'est un grand merci que je voudrais lui dire et dire un grand merci aussi à sa majorité. Vous imaginez que c'est pas simple pour moi de parler de Lucette Michaud-Chevry parce que c'était ma mère et que malgré, maintenant ça fait 2 ans, elle me manque toujours autant. Mais je trouve que le président, en donnant à la salle de direction le nom de Lucette Michaud-Chevry, je crois qu'il a voulu aussi, vis-à-vis des collaborateurs, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ont travaillé avec elle, montrer comment cette salle était importante pour elle. Ma mère a occupé, vous le savez, beaucoup de responsabilités. Je pense qu'il y a 2 postes qui ont compté dans sa vie. C'est celui, bien évidemment, d'être maire, mais aussi d'être président de la région Guadeloupe, parce que pendant ces 12 ans, les Guadeloupéens savent combien elle s'est investie pour son pays, combien elle a permis à ce que la Guadeloupe soit reconnue au plan national, au plan international. Et donc, ce lieu où elle prenait toutes ses décisions, je pense que c'est très bien. Et je suis très fière, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, que cette salle puisse porter le nom de Lucette Michaud-Chevry. Voilà, signature de la convention. Oui, on va parler de cette signature entre l'Université des Antilles et le département de la Guadeloupe qui permettra d'apporter aux étudiants une garantie d'opportunité en matière de mobilité et d'insertion professionnelle. On va voir un reportage de Solène Fèvre. C'est un moment historique, inédit. Il s'agit d'une convention qui va lier le Conseil départemental de Guadeloupe à l'Université des Antilles au plus grand bénéfice de nos étudiants pour financer de la mobilité, pour aider aussi les publics étudiants les plus fragiles économiquement, pour soutenir certaines formations liées au patrimoine guadeloupéen. Donc c'est quelque chose de véritablement historique que nous allons vivre aujourd'hui. C'est plus de 1 million d'euros que nous allons consacrer pendant 3 ans pour accompagner. On va pouvoir financer des bourses doctorales, mais également la mobilité sur la Caraïbe, puisque ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir cette coopération. Il y a des disciplines comme le patrimoine, connaissance du patrimoine, qu'il puisse y avoir des doctorats en ce sens. Et là aussi, on sait qu'il y a un besoin, puisque très souvent, nous n'avons pas donc, de Guadeloupéens qui puissent être employables. Des équipements aussi pour les plus défavorisés, de manière à permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès aux études. Je pense vraiment que cette convention est vraiment significative. Elle a un sens pour nous, étudiants. Elle a vraiment un sens parce que nous, on veut voyager, parce qu'il est important d'inclure dans les formations un voyage. Pour moi, si on doit faire un stage, on peut le faire en Guadeloupe, on peut le faire en France, mais on peut le faire à l'étranger. Donc, grâce à l'aide de cette convention, ce sera vraiment un nouveau départ pour tous les étudiants qui viendront après nous, de pouvoir voyager beaucoup plus simplement. Effectivement, nous pouvons voyager en Allemagne, etc. Nous pouvons voyager au Canada. Mais pourquoi partir aussi loin? Nous pouvons rester dans les Caraïbes. Les Caraïbes, vraiment, c'est vraiment un espace, une culture, je dirais pas nouvelle, mais je dirais qui est à notre portée. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer aussi loin. Alors, c'est sûr, c'est propre à chacun. Mais moi, je défends la Caraïbe puisqu'il y a une multitude de cultures. Nous pouvons en apprendre à côté de chez nous. J'ai été à Sainte-Lucie. Il y en a d'autres qui peuvent aller à Trinidad. Il y en a d'autres qui peuvent aller en Haïti. Chacun a le droit d'y aller. Et vraiment, si vous pouvez y aller, allez-y. Ne vous retenez pas. En plus, on a cet avantage que l'université est classée. Donc, lorsque moi, en tant que politique, je rencontre l'extérieur, je rencontre des partenaires, c'est aussi une garantie de savoir que c'est du sérieux et ce qui facilite le partenariat. Cette convention permettra donc à l'université de bénéficier pendant 3 ans d'une aide de 450 000 euros. Il faut quand même rappeler que la partie martiniquaise de l'université, monsieur le président de la CTM Martinique, monsieur Milachi, a déjà versé 5 millions pour l'université de la Martinique et à Louis Charles pour faire. Bon,
Il fallait le dire quand même. Alors, on va parler toujours dans le domaine de l'éducation. Mais non, mais c'est vrai. Et c'est ça de bonne source. Alors, les 100 ans de l'enseignement agricole, la question ne se pose pas, puisque depuis 100 ans, l'éducation en Guadeloupe passe par l'agricole. Et je sais, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer que M. Philogène a été vraiment un des pionniers, et encore heureux il est encore vivant, de l'éducation, de l'enseignement agricole. Et je pense que il y aura sûrement un mouvement, on va penser à lui, puisque je vois dans le colloque qui est prévu. Alors, comment ça va s'organiser? On commence d'abord par Rosan, oui. Mais comment ça va s'organiser? 100 ans, c'est long, donc on va prendre toute une année pour pouvoir fêter ces 100 ans avec toute une série de manifestations. On fera la promotion au fur et à mesure des manifestations. Mais ce que l'on veut engager, c'est vraiment promouvoir cet enseignement et expliquer au travers de témoignages aussi de personnes qui sont passées par cet enseignement, à quel point c'est une richesse pour notre territoire et à quel point ça continue à être un élément moteur du développement économique. Et puis surtout, on va profiter pour faire un hommage très fort, très appuyé à quelqu'un qui a marqué la vie de beaucoup de ceux qui sont passés par l'enseignement agricole. Il s'agit de René Philogène, qui a été un père pour nous, il nous traitait comme ses enfants, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et il a été quelqu'un qui s'est battu et qui a donné sa vie pour l'enseignement agricole. Et c'était tout à fait normal pour nous de pouvoir l'honorer et de profiter encore de sa présence, de ses témoignages. D'autant plus que sur le plan culturel aussi, il a été quelqu'un d'assez important au niveau culturel. Alors, Madame Fabiola Anzola, directrice du Grow Up, alors je ne sais pas ce que c'est que le Grow Up par contre. J'imagine, mais enfin, Grow Up, on veut monter, mais monter en puissance, c'est en formation. Exactement. Vous avez trouvé le mot. Monter en puissance, grandir, évoluer. Et donc, Grow Up permet, avec toutes les compétences que l'on développe, d'avoir des stagiaires qui montent en compétences. Alors, dans le domaine agricole, mais pas que. Et donc, c'est un organisme de formation qui, depuis plus d'une dizaine d'années, permet aux stagiaires d'acquérir des diplômes, d'acquérir des compétences ou d'être accompagnés dans la création d'entreprises ou le montage de certains projets. Mais le lien avec le lycée agricole. Oui. Le lien avec le lycée agricole, c'est que je suis une ancienne du lycée agricole. On va commencer par là. Voilà. Et en tant qu'ancienne, en fait, c'est qu'il y a une phrase qui était dite assez souvent au lycée, c'est que l'enseignement agricole amène à tout et parfois à l'agriculture. Et moi, je suis le tout, l'autre penchant, voilà. Nous ne sommes pas tous devenus des agriculteurs, mais nous travaillons dans cette sphère quand même du monde de l'environnement, de l'agriculture. Et je suis l'exemple de quelqu'un qui soit passé par le lycée agricole et qui a fait un petit chemin avec beaucoup de diversité, on va dire, et qui maintenant est responsable d'une entreprise de formation. Alors, Bruno Monigan va me dire que lui aussi, il a été étudiant au lycée agricole? Tout à fait. Bon, alors on commence par là. Et quels souvenirs vous gardez de cette époque-là? Beaucoup de souvenirs. Je suis entré en 1985. Ma promotion, à l'époque, c'était René Philogène qui était directeur. Je le salue d'ailleurs. Et j'ai fait mon BEP, le bac et mon BTS. Et puis en 2000, le lycée agricole a signé une convention avec deux universités, l'université de Clermont-Ferrand et l'autre de Montpellier, où il y avait un diplôme d'ingénieur. Je fais partie de la première session de ce diplôme d'ingénieur. Voilà. J'imagine en tant que directeur du Daxica, bien évidemment, ça vous a beaucoup servi, ce que vous avez appris ici et ailleurs. Bien sûr, parce que le cycle, c'est une diversité, et si on veut aussi dans le monde agricole, c'est une diversité en termes de variété de compétences, tant dans l'élevage que dans les cultures maraîchères, vivrières, et puis dans l'agrotransformation, et puis dans la gestion des ressources. Et puis aussi, le lycée aussi m'a permis que je reste en contact avec la nature, et être aux côtés des agriculteurs en permanence, c'est être en contact avec la nature, les accompagner dans la conduite de leur production, dans la gestion de leur exploitation, et ça c'est important pour que nous puissions produire et alimenter notre population. Oui. Et donc, est-ce que d'une manière générale, je pose à tous les trois questions, l'enseignement du lycée agricole convient suffisamment
au développement de l'agriculture de la Guadeloupe? Ou bien est-ce qu'il faudrait un petit peu plus ou c'est suffisant? Il est indispensable, mais par contre, on doit travailler encore plus entre les professionnels de l'agriculture et le lycée agricole pour qu'on soit encore plus à l'écoute des besoins de ces professionnels et que l'enseignement puisse s'adapter assez rapidement. Mais il est toujours à l'écoute. Et beaucoup d'anciens sont encore intégrés dans le lycée au travers du conseil d'administration et au travers de d'autres actions qu'ils conduisent. Alors, on peut faire mieux, mais on va continuer à faire bien et on va continuer à former de bons agriculteurs parce que ça devient de plus en plus compliqué d'être agriculteur sur des surfaces de moins en moins importantes avec des contraintes qui sont de plus en plus fortes en termes environnementaux. Et pour autant, il faut continuer à manger et à nourrir la population. C'est votre sentiment, madame? Oui, je partage tout à fait la vision de Rosan. Le lycée et l'enseignement général agricole apportent des professionnels, mais des professionnels d'aujourd'hui et de demain. Alors, nous avons besoin du soutien de ceux qui sont déjà en place pour pouvoir entendre les difficultés du terrain et à travers cette écoute qui se fait grâce au conseil, grâce aux associations, grâce aux différentes activités que nous avons en partenariat, permettre que les jeunes qui sont actuellement au lycée soient correctement formés. Alors, formés pour nous, pour la Guadeloupe, formés aussi pour partir à l'extérieur. La force du lycée, c'est qu'on forme des personnes avec des compétences de savoir-vivre, savoir-être et de savoir-faire. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, est-ce que, je pose la question aussi, est-ce que ce siècle de formation qui va être célébré pendant 1 an permettra aussi de mieux faire connaître cet enseignement? Parce qu'on dit souvent que les jeunes ne veulent plus s'orienter vers ces carrières. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Dans les années 90, quand j'ai choisi le lycée agricole, ma mère était responsable d'établissement. Oui. Ses collègues lui demandaient est-ce que j'avais des difficultés à l'école. Et j'ai dit non, c'est mon choix. Oui. C'est mon choix, j'en suis fier. J'ai fait tout mon cursus là-bas et j'ai passé même 5 ans. J'ai fait un BTS là-bas, donc j'ai fait plus de lycées que beaucoup de lycéens. Ce qu'il faut, c'est valoriser l'ensemble des métiers. Il y a le métier de l'agriculture, parce que pur, l'agriculteur et l'ensemble des métiers qui sont proches, mais il y a tout un écosystème autour de l'agriculteur qui nécessite de former des gens de qualité. On peut être vétérinaire en étant passé uniquement par le circuit agricole, puisque derrière, ça fait partie du circuit agricole. Et donc, il y a beaucoup de métiers. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en valeur, c'est mettre en valeur l'ensemble des intervenants, depuis les maisons familiales, les centres de formation agricole, le lycée agricole et le niveau supérieur de l'agriculture, et montrer à quel point c'est l'un des enseignements qui est les plus anciens, parce que l'agriculture a toujours été à la base de l'organisation des sociétés. Le premier objectif étant de pouvoir nourrir ses citoyens, ses concitoyens. Et donc aujourd'hui, on a de très gros challenges qui arrivent sur l'environnement et sur la manière dont on va pouvoir nourrir les gens avec tout ce qui tous les impacts de la transformation de l'environnement. Et donc, c'est à nous de saisir aussi ces opportunités pour encore mettre plus en valeur ce qu'on peut apporter. J'imagine que M. Mounigan va confirmer, mais l'autre question, vous êtes président d'une SICA, etc., directeur. J'ai quand même envie de poser la question, est-ce qu'on sent quand même que globalement, la question de l'agricole est vraiment prise en compte, j'ai pas envie de dire politiquement, mais par les gens qui nous dirigent? Parce que je vois des difficultés de secteur. J'entends souvent, je ne parle même pas des récents problèmes qu'il y a eu au lycée même. On a l'impression que, bon, je ne dis pas ça pour choquer personne, à Bainbridge, on prendrait plus rapidement position pour aider les lycéens de Bainbridge que l'agricole qu'on considère un petit peu comme marginalisé quelque part. Non, ce qu'on demande, c'est... En fait, le fondement d'une société, c'est se nourrir, se soigner, s'éduquer. L'enseignement agricole fait partie de ça et rentre très bien dans les 3 fondements. Donc, le politique a sa place et doit développer des politiques agricoles pour qu'on puisse continuer à se nourrir sainement, proprement. Et on peut toujours dire qu'ils ne font pas beaucoup plus, ils en font, mais j'avoue que les difficultés sont là.
parce qu'en fait, les choses évoluent. Il y a des défis liés aux finances, liés à l'évolution du monde, à la technologie. Ce n'est pas évident du tout. Et il y a un gros problème de revenus qui se pose d'une façon générale sur l'ensemble des productions. Et ça, ce n'est pas uniquement politique aussi, mais en fait, il faut que cette prise en compte soit dans l'ensemble des collectivités, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de l'Europe aussi. Parce que si on doit nourrir cette population-là, avec les denrées qu'on fait, avec la vague d'importation qui arrive, avec des coûts de revient... La concurrence qui en fait. Voilà, on ne pourra pas... Donc on mise sur la qualité, on mise sur autre chose pour qu'on puisse nourrir ce pays-là. Je souhaitais réagir et faire compléter ce qu'a dit Rosan sur le volet. En fait, le lycée agricole permet de former des agriculteurs, mais permet aussi de former des hommes et des femmes qui sont dans l'encadrement, qui sont dans l'accompagnement, qui sont dans la direction des structures. Et je prends le cas des SICA Canières, parce que nous sommes 4 SICA Canières, il y a une SICA bananière, il y a des SICA de diversification. Plus de 70% de ces SICA-là, ce sont des techniciens, ce sont les directeurs de ces structures-là. En gros, dans 10 à 15 ans, il faut renouveler tout ce monde-là. On part à la retraite. Ouais, déjà. Ça passera par le lycée agricole, en partie. Donc, il faut penser à ça, à ce que le lycée puisse faire, et c'est pour ça qu'on est actif là-dessus, de manière qu'on est là, mais demain on ne sera pas là, mais que la continuité puisse se faire. Et ça, dans le futur, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que la continuité puisse se faire avec les techniciens et les agriculteurs, parce qu'en fait, j'ai trouvé des agriculteurs du monde dans le monde agricole qui m'ont ouvert les portes, mais tant que je serai là, je vais ouvrir les portes aussi pour celles et ceux qui viendront par la suite. Ça signifie, Rosan, qu'il faut de plus en plus de techniciens. C'est-à-dire que l'agriculteur traditionnel, bon, il a existé, bon, mais aujourd'hui, compte tenu du développement des technologies, complètement, parce que il est bien placé pour le savoir, il y a des start-up dans le milieu agricole. Bien sûr, il y a des start-up et on en accueille au village qui sont de l'agritech. Oui. Il y a des start-up partout et l'enjeu, il y a un double enjeu. Il va falloir qu'on produise différemment, il y a moins d'impact pour l'environnement, mais pour nourrir plus de personnes. Ouais. Et puis, il y a aussi le renouvellement de génération. Parce qu'il faut redonner envie aux gens de revenir dans la terre. Ce n'est pas un métier qui est facile, mais c'est un métier qui apporte quelque chose qui est inexplicable. Les gens qui sont dans la terre, quand ils vous parlent du contact et de ce que la terre leur apporte dans leur énergie et dans leur rapport aux autres, c'est aussi un métier qu'il faut revaloriser. Et c'est vrai que les nouvelles technologies et l'innovation vont rendre plus attractif le métier d'agriculteur, parce que la manière dont on va exercer l'agriculture dans les années à venir, il faudra être de très bon niveau de formation. Aujourd'hui, il faut avoir minimum le bac, plus une formation spécifique. Demain, ça sera peut-être plus élevé parce qu'il va falloir qu'on soit en mesure de protéger, d'avoir un impact le plus bas possible en termes de bilan carbone pour l'exploitation. C'est toute cette projection qu'on doit se faire. Et justement, il va falloir que la formation soit adaptée à tous ces sujets, et c'est là-dessus que la formation agricole a toute sa place dans les années à venir, à côté des nouvelles technologies, à côté du machinisme. Il y aura toujours des choses qui sont liées à la gestion et à la prise de décision de l'entrepreneur qui est l'agriculteur sous son exploitation, pour pouvoir sortir des produits et nourrir la population, sortir un revenu, et aussi être fier et satisfait de ce qu'il a fait aussi pour protéger l'environnement. Enfin, avant-hier, il y avait une journée du ZIOM en Guadeloupe. Ça va un peu dans ce sens-là, qui a été organisé par M. de Souza que j'ai reçu, mais enfin, il y a une association de producteurs qui ont voulu, je ne vais pas dire concurrencer le l'INIAM de Costa Rica, mais enfin, montrer que nous avons fait ZIOM en Guadeloupe aussi. Ah oui, mais il faut qu'on aille dans toute initiative en ce genre. Moi, j'approuve. D'ailleurs, au sein de notre groupement de producteurs, on fait un marché agricole tous les premiers samedis de chaque mois. On organise le marché agricole avec la ville de Deyer, avec Sainte-Rose, avec le Lamentin. Et puis, il y a deux marchés de vente d'Ignam, spécialisés Ignam. Il faut qu'on multiplie, parce qu'en fait, c'est le moment aussi que l'agriculteur rencontre aussi les consommateurs qui peuvent discuter. Et en fait, ça crée un lien, ça crée une fidélité. Et l'agriculteur aussi peut présenter son produit sous toutes ses formes aussi, transformé ou pas. Mais c'est un bon contact, et j'encourage les structures agricoles
à multiplier ces genres d'actions. Madame Nzala, il faudra peut-être ouvrir un petit secteur agricole en Angouep. Si ça n'existe pas déjà. Non, ça existe enfin, déjà. Je ne sais pas, j'ai posé la question, j'ai bien dit. Si, on y travaille. Pour revenir sur la qualité de l'enseignement agricole, et qu'on va fêter en 2024 pour les 100 ans, on a besoin que cet outil soit maintenu. Et c'est ce qu'il faut entendre, c'est que pour que l'outil soit maintenu, il faut des finances. Oui. Et donc, voilà, il faut que l'image, effectivement, soit, je dirais même pas redorée, parce qu'il faut que tout le monde voit l'enseignement agricole, pas seulement comme un enseignement que l'on passe quand on ne peut pas faire autre chose. Oui. D'accord. On ne le fait pas à défaut, quoi. On ne le fait pas à défaut, d'accord. C'est un engagement fort. Oui. Et mon expérience, c'était ça. Je ne suis pas issue du monde agricole, je n'ai pas de parents agriculteurs. Et j'ai pris la décision d'aller au lycée agricole parce que j'avais un contact avec l'environnement particulier. Et 20 ans après, je ne regrette pas. J'ai rencontré des personnes formidables que je rencontre encore toujours. Et ça montre que, voilà, on a un peu, l'agriculteur est un peu mal vu, mais il est essentiel dans la vie. Ben oui. Il est essentiel dans la vie de tout le monde. Même indispensable. Alors, donc, tout commence rapidement. Je donne le programme en 2 mots, puisqu'on aura l'occasion probablement d'y revenir. Le 20 janvier, une course pédestre. Je m'attarde aussi un petit peu sur le marché agricole de Mars et le colloque Enjeux et agriculture moderne. Ça va être intéressant, j'imagine, ce soir. Ah, mais tiens, c'est le 27 mai. C'est un hasard, peut-être. Jamais de hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Présentation cuvée Rome agricole, fête des anciens, en juillet. Bon, mais effectivement, pendant toute l'année, on aura l'occasion de vous revoir, j'espère. On espère. On va faire la promotion. Oui, faire la promotion. Ne vous inquiétez pas. Et je sais qu'on est le bienvenu ici. Vous êtes bienvenu ici, il n'y a aucun souci. Donc, commencer l'année avec la course pédestre, pour ceux qui peuvent tenir. Monsieur Mounigan me disait tout à l'heure que le corps n'était pas encore très bon, si je Oui, dis. mais d'ici mars, ça ira. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Et bonne année pour ces 100 ans de formation du lycée agricole, indispensable dans l'économie de la Guadeloupe et dans le développement économique du pays et dans le... Nous, oui, comme on dit souvent, il ne faut pas jardin en aussi bateau. Donc, c'est important que... Voilà, exactement. Voilà, 13h26. On a le temps de voir le petit mot créole du jour. Sur le plateau, dans un instant, on va recevoir M. Jim Lapin, conseiller régional et municipal. Il est aussi maître de conférence et c'est un Saint-Trousien pur et dur. On peut le dire comme ça. Et puis, il n'était pas prévu, mais enfin, nous sommes toujours là quand même. Nous avons un petit faveur. Pour vous dire des petits mots rapidement, si on met les oreilles fait. Oui, c'est Jude Nonon, président Moule Football K, et nous sommes le premier Open Beach Soccer, Rockstar, que nous avons mis en place. Et c'est un jeune qui a poussé, qui est président de la section Beach Soccer de Moule Football K, Gaël Joliet. Donc, on serait là, nous avons commencé par un chant de Noël qui permet d'ameuter la foule, parce que c'est quand même Cactus Show qui est là. Et Cactus Show, justement, nous avons profité de chanter Noël là, ça, pour mettre en hommage Jano Angebert, qui avait, parti, mais avait nous tourné en lot, surtout à la Noël. Nous avons fait nous parler à Canal 10, et c'est pour ça que Canal 10 partenaire officiel à l'opération Lassa. Alors, là, ça qu'est fait exactement? Ça qu'est fait à la plaine de Biche. Biche volée, biche tennis à la plage des Alizés. Et donc, ça a commencé demain le 22 et 23 décembre. Et nous avons commencé à 17h pour 1h du matin. Voilà. Et toutes les équipes qui sont là? Alors, pour l'instant, nous avons 16 équipes. On sait que j'en ai plus de 8 équipes qui sont inscrites. Donc, nous voyons que les gens seraient passés. Mais sans te souhaiter, c'est que nous prenons ça au sérieux parce que nous avons un but de ça. Nous commençons en juillet, le 29 et le 30 juillet. Nous avons fait 24e tournoi de beach soccer en nous, The Big Beach Soccer. et tournoi là, ça, le dernier tournoi là, nous fait là en juillet, nous mettons aux normes FIFA. D'accord. Nous mettons aux normes FIFA parce que en cas direct,
C'est-à-dire nous avons besoin que la Guadeloupe championne du monde de beach soccer. Étant donné que nous avons envoyé des joueurs en équipe de France, ils viennent chercher en Guadeloupe. Ils ont été parmi les 5 majeurs et ils ont exprimé de la plus belle des manières parce que là, ils ont pointé Shelling for de Cédric Fiomis-Sidan, ils ont mené en France, après ils ont mené en Suisse. Ils ont joué le 5 majeur et le premier but qu'il fait, c'est Cédric Fiomis qui fait. Donc, on a pensé que c'est un butin qui peut permettre nous d'espérer, de progresser et de toucher le Graal. Et puis, en 2015, lors du National Beach Soccer, c'est-à-dire c'est l'équivalence de la Coupe de France de football, et bien, le meilleur joueur a été Gaël Joliet. Et que c'est qui est à l'œuvre de tout ça. Et moi, derrière, on a fait une transmission. Et le plus capé, le plus calé, franchement, au niveau de la Caraïbe, c'est Gaël Joliet. Et c'est un truc carré, sérieux. Et sûrement, nous défaut, on peut retrouver eux. On peut chercher eux, parce que pour l'instant, il y a rempli moi avec tellement de travail que nous avons pensé, nous avons espéré. Vigne champion du monde de beach soccer, que ce soit sous la bagnole de la France ou peut-être c'est la Guadeloupe, nous pas savons, mais que le 5 majeur, c'est des Guadeloupéens. Voilà. C'est là ça nous avons recherché. M. Jude Nonon, mais aussi des Vignons, nous avons appelé donc jeudi 21 au soir là, à partir de 6h, c'est Place des Alizés. Oui, Plage des Alizés. C'est que Grand Cactus Show, qui a espéré Cactus Show qui a drainé 3 à 4 000 personnes comme d'habitude. Et nous avons dit, étant donné ce gens-là, au moins savent, ou bien ça qui peut venir là dans demain venir. Ok. Iman, retour vers l'actualité rapidement pour les enfants. Oui, retour sur l'actualité, c'est Noël bientôt. Noël approche, on compte les jours et c'était l'occasion d'avoir des cadeaux pour les enfants de Capesterre-Belle-Eau. On va voir un reportage ensemble d'Olivier Félix. Aujourd'hui, c'est la journée de la solidarité et c'était important pour nous que de rassembler les enfants des quartiers de Capesterre, pas seulement de Sarre-la-Sonne, mais un petit peu partout de Capesterre, de façon à recréer les liens de solidarité, d'entente, de partage. Ce sont des valeurs qui se perdent. Et je disais tout à l'heure dans mon discours d'ouverture que c'est à nous, justement, les aînés, de pouvoir aider ces enfants-là à créer ces liens de façon à favoriser un mieux vivre ensemble. C'est un lieu de partage, c'est un lieu convivial, c'est un lieu où on peut venir prendre son pied, passer un bon temps, manger tranquillement, paisiblement, dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà. Nous sommes rentrés en contact avec 45 enfants. Donc nous avons établi une liste de 45 enfants. Et donc voilà, nous allons voulu offrir une petite fête à ces enfants-là, de façon aussi à améliorer un petit peu leur ordinaire, on va dire, à leur apporter un petit peu de joie, de convivialité. C'est important parce que c'est une cohésion intergénérationnelle entre les jeunes et les grands. Parce que nombreux sont les familles qui n'ont pas les moyens de donner à leurs enfants un cadeau pour Noël. C'est très intéressant, c'est une très bonne initiative, la Capesterre-Belle-Eau, avec l'association CBE et Parc de l'Amitié. Et dans le futur, on va s'organiser pour recréer cet événement. Voilà. Très rapidement, un petit focus sur le zouk du jour. Comme tous les jours, on fait un petit ZCL Nostalgie. Et cette fois-ci, on a choisi un chanteur très connu en Guadeloupe. C'est parti. Et qui a guidonné nous. C'est même la pluie qui a pleuré, qui a béni, qui a ousé. Ça qui voulait planter l'amour. Mais nous pas inventé rien. Tout ça déjà là avant. L'automne tambour masse, carême pas loin arrivé. Mais nous pas inventé rien, tout ça déjà là avant. Nous choisis mauvaise saison pour nous s'aimer. Excusez-moi, si là nous devons aller là, à partir même côté là. Excusez-moi, si là nous prend même chemin là, nous pas choisi même
sens-là. Un tout petit focus sur Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi, la mémoire musicale demeure et il est bâti. Bien, alors juste deux petits mots quand même. Il est né à Pointe-à-Pitre, c'est en contact avec Georges Desimus, ça a été capital pour son avenir. Son nom reste associé au groupe Kassa, bien évidemment. Mais c'est l'un des piliers du zouk dans la Caraïbe, un pionnier du zouk love. Il est l'auteur du titre emblématique West Indies, tout le monde connaît, c'est son premier tube de zouk love, sorti en 92, Musique C'est l'amour, son premier album. Et il y a eu un concert, où je me souviens, c'était au Moule, 13 août 2018, et ni plus de 40 000 personnes, peut-être même plus. Et il est parti, Patrick Saint-Éloi, le 18 septembre 2018, ça fait déjà 5 années, et nous avons songé, nous ne pouvons pas oublier. Voilà, c'était le zouk nostalgie du jour. Alors, on revient à des choses plus brutales, peut-être. C'est la situation à Sainte-Rose. Si Jim Lapin est là, il est conseiller municipal, il est conseiller régional. La question de l'Aubin. Est-ce que, Jim, vous pouvez rappeler ça en 2 mots de quoi il s'agit pour les gens qui ne savent pas? Oui, en fait, déjà, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 10. En fait, c'est un problème qui dure déjà plus de 10 ans. Je suis aux côtés de ces agriculteurs depuis déjà plus de 10 ans. Je les avais aidés à créer la première association de défense à l'époque. Et effectivement, c'est un problème qui a démarré sur la contestation de la propriété des terres et où effectivement les agriculteurs ont constaté que celui qui se réclamait de propriétaire, en l'occurrence la compagnie agricole du comté de l'Aurillac, n'avait pas de titre de propriété. Parce qu'à l'époque, il s'agissait de faire valoir une nouvelle réglementation où on devait basculer d'un contrat à un autre. Et il fallait pour cela, effectivement, que revoir le bail que les agriculteurs avaient avec la CACL. Et à cette occasion, effectivement, de révision du bail, d'un certain nombre d'agriculteurs ont demandé à l'acte de propriété pour pouvoir effectivement poursuivre et s'engager de nouveau. Et c'est là que le conflit a démarré. Mais au fil des années, procédure après procédure, on s'est rendu compte que il y avait un soupçon sur l'existence de la société même. Donc le problème s'est déplacé. On est passé du problème de la question de la propriété pour arriver au problème effectivement du droit à agir de la personne en question, dans la mesure où il y avait un doute sérieux sur l'existence de la société. Il y avait un doute sérieux parce que effectivement c'était encore une fois des soupçons. Je le reconnais à l'époque. Effectivement, c'était un certain nombre de un certain nombre d'indices, ce qu'on appelle en droit un faisceau d'indices qui apporte une démonstration sur un fait. Et on s'est rendu compte, avec ces faisceaux d'indices, qu'il y avait un sérieux doute sur l'existence de la société. Au fil des années, encore une fois, donc, on a réussi à avoir des documents, des éléments, et notamment un dernier document qu'on a eu, c'est en fait la convention ABRR à l'époque, qui avait été signée en 1982, qui porte encore un éclaircissement sur cette contestation de l'existence de cette société. Et dernière chose, ce que nous disions, les agriculteurs disaient par rapport à un faisceau d'indices qu'on avait a été confirmé par une expertise qui a été commandée. Donc, il y a 4 rapports qui sont sortis et l'expertise, c'est en fait quelqu'un spécialisé dans les écritures et également dans les faux documents et l'usage de faux, qui dit clairement, en fait, et qui affirme aujourd'hui que la société n'existe pas. Donc, voilà le problème. Moi, je le dis, je me fonde à dire d'experts. C'est à dire d'experts, je l'affirme aujourd'hui. Parce que là où nous avions un faisceau d'indices, maintenant nous n'avons plus un faisceau d'indices, nous avons un élément probant qui le dit. Et complété par ce document. Parce que le tribunal s'était déjà prononcé une première fois, même 2 fois, je crois. Là, nous n'avions pas ces éléments-là. Oui. D'accord, nous n'avions pas ces éléments et c'est là où le bas blesse parce que le dossier, il progresse au fur et à mesure. Figurez-vous qu'on a des documents qui nous arrivent de manière incognito. D'accord. D'accord ? Oui. Parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, qui ont peur pour leur situation. Donc,
à partir de là, cette question-là, elle s'est déplacée et il faut prendre en considération cette évolution. Moi, je suis docteur en droit juridique, je suis dans un secteur à Sainte-Roch, j'habite. Les gars ont un problème avec cette question de propriété. Le problème, il est difficile et compliqué. Je ne dis pas qu'il est évident, parce qu'il s'agit quand même de faire face à une puissance économique. Oui. Ce n'est pas facile pour moi d'être dans ce combat-là. Si on pense que c'est facile pour moi d'être dans ce combat-là et peut-être de trouver peut-être la ligne de démarcation facilement, non, c'est pas facile. D'accord ? Et quand on est suffisamment, comment dirais-je, averti des choses, ok, il y a des réactions à ne pas avoir. Il y a des propos à ne pas tenir. Alors, il faut dire quand même, Jim Lapin, que c'est un combat que vous avez commencé avec Mme Bajazé. Même avec M. Yakou. Depuis, j'étais élu à l'époque. Oui. Depuis avec l'ancien maire Richard Yakou. Richard Yakou, ça a continué avec Mme Bajazé. Exactement. Et ça continue aujourd'hui avec M. Baron. Alors, est-ce que les anciennes municipalités, anciens maires ont soutenu, comment ils ont été dans ce combat-là? Non, en fait, c'était plus compliqué pour eux à l'époque. Oui. Oui, c'était plus compliqué pour eux, ça se peut savoir. Parce qu'il n'y avait pas encore, on n'avait pas encore les agriculteurs, le collectif n'avait pas encore beaucoup d'éléments. Oui. Comme je l'ai dit, on avait un faisceau d'indices. Donc, il est compliqué de se baser seulement sur un faisceau d'indices. Oui. C'est effectivement de prendre position. On aurait pu comprendre. Mais il y a certains éléments quand même que le collectif comment dirais-je, critique, a obtenu à l'époque de la part de ces municipalités. Donc, ils ont fait avec les moyens du bord. Donc, moi, dans cette affaire-là, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je suis dans une majorité municipale, normalement. Nouvelle. J'ai contribué à mettre en place cette majorité nouvelle. C'est une majorité proposée et nous avons effectivement mis dans les mains de M. Baron la responsabilité d'assurer les fonctions de maire. Parce que c'est une recomposition. Okay? Donc, je rappelle que j'ai toujours été dans l'élection face à M. Baron, face à Adrien Baron. Donc, si effectivement on s'est entendu pour pouvoir faire en sorte de régler la situation de la population de Sainte-Rose, on se mettra ensemble parce que la situation était vraiment catastrophique avec la gestion de Mme Bazagé, c'est parce que effectivement, je suis Sainte-Rosien, tu l'as dit, je suis Sainte-Rosien pur et dur, je ne suis pas là pour moi, pour me mettre en avant. Je suis là pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Sainte-Rosiens. Et le problème des Sainte-Rosiens est divers. Je ne me résume pas seulement à l'affaire de Doubin. Oui, l'affaire de Doubin est très importante dans cette, des problématiques que nous avons rencontrées. Mais il y a d'autres problématiques aussi qui se posent sur le territoire de Sainte-Rose. Donc, qu'on me résume à l'affaire de Doubin, là encore, c'est quelque chose qui, quand même, qui pour moi ressort d'un manque de vision. Aujourd'hui, je suis toujours dans la même disposition pour pouvoir faire avancer les affaires de la population de Sainte-Rose. Et j'affirme aujourd'hui que grâce à mon implication, les choses ont évolué. OK ? Donc, je n'ai pas participé à mettre quelqu'un en place pour donner un chèque en blanc, par contre. OK ? Je ne suis pas dans une fusion. Je suis dans une union, d'accord, de personnes qui défendent les intérêts des Sainte-Rosiens. Et ça, il faut que ça soit clair. Quand on regarde mon parcours, quand même, j'aurais pu être tête de liste en 2020. Finalement, non. Je ne l'ai pas été parce que j'ai considéré qu'on devait se réunir autour de la personne peut-être la mieux capée pour pouvoir régler les difficultés que nous rencontrions à l'époque. OK? On a mis en place, on a fait confiance à M. Henri Yakou, qui est aujourd'hui premier adjoint au maire. D'accord? Ben, ça aurait pu être, j'aurais pu dire non à l'époque. Si on considère que moi, Jim Lapin, avec les engagements que j'ai pris jusqu'à présent, que je suis dans une démarche personnelle, c'est qu'on analyse mal ma volonté. Et je le répète, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça pour pouvoir être considéré par les autres. Je n'ai pas besoin de la politique. Je suis en politique parce que c'est mon ADN. Je porte ça en moi. J'ai toujours voulu être au service de mes concitoyens. Quand j'avais 15 ans, mes amis allaient effectivement jouer au football. Parfois, il y avait des réunions de la municipalité dans les écoles. On a changé ça, c'était dans les écoles, les réunions d'associations. Je n'avais pas encore l'âge de participer à ces réunions, mais j'étais debout
au bord d'une fenêtre, dans une salle d'école, au bord de la fenêtre, je suivais les réunions. C'est que j'ai ça en moi. Donc aujourd'hui, il m'appartient, avec en plus ma casquette de juriste, de mettre effectivement cette vocation et en plus ma spécialité au service des citoyens des Guadeloupéens. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui on considère que je devais être dans une fusion, d'accord, et que je devais mettre de côté tous mes engagements, mes longs engagements que j'ai avec les agriculteurs de Daubin, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je ne l'ai pas fait avec Richard Yakou, je ne l'ai pas fait avec Madame Bazagé et je ne le ferai pas aujourd'hui. Maintenant, il appartient à tout un chacun de prendre ses responsabilités. D'accord. Et de savoir qu'on est responsable, on est dirigeant, comment placer le curseur pour obtenir le bon équilibre et apporter effectivement des éléments, des réponses à cette population. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de l'affaire de Daubin parce que ce serait trop long. Mais j'ai envie de dire que si on m'avait écouté à l'époque, on avait mis en place une commission ad hoc au sein de l'administration communale pour pouvoir suivre ce dossier-là, tous ces éléments qu'on a eus entre-temps auraient été peut-être mieux considérés. Mais ça veut dire, Jim Lapin, qu'avec le dossier que vous avez, avec l'expérience des 10 ans, que, comme on dit, le combat continue, mais qu'il risque d'aboutir? C'est compliqué, mais on a la volonté de faire que le combat aboutisse. On a des démarches actuellement judiciaires, je ne vais pas les divulguer parce que bon, je ne suis pas là non plus pour pouvoir, et je n'ai pas demandé autorisation au cabinet pour pouvoir parler, pour pouvoir évoquer ces éléments-là. Donc, il y a également une déontologie à respecter. Donc, je ne peux pas dévoiler les procédures judiciaires en cours. Mais en tant que personne qui suit juridiquement ce dossier et en tant que conseiller municipal, je fais la part des choses. Et au dernier conseil municipal, quand il s'agissait de se prononcer sur l'affaire de Daubin, il s'agissait de prendre une délibération, je me suis déporté. On ne voulait pas que je me déporte, on trouvait que c'était normal que je participe au vote, je me suis déporté. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui joue sous les deux tableaux. Tout le monde sait mon histoire avec ce combat. Tout le monde le sait, mon parcours. Aujourd'hui, si je m'étais mis dans une position où j'oublie mon engagement avec les agriculteurs, je pense que je serais personne non ingrata dans de nombreux cercles en Guadeloupe. Je ne renie pas mes engagements, d'accord, mais à ceux et celles avec qui je travaille doivent intégrer mon engagement pour savoir comment composer avec moi. Et comme on dit, il ne faut pas ni prendre parole de Edo. Non, il ne faut pas ni prendre parole de Edo parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je suis dans une démarche qui est une démarche sérieuse dans mon engagement. D'accord ? Je ne suis pas là pour pouvoir faire de la diversion. Je respecte l'autorité de tout un chacun. OK? Je ne joue pas sur les deux tableaux. Ce n'est pas parce que je m'entretiens avec Jean-Luc Nestor régulièrement, mais il faut que je m'entretienne avec lui régulièrement parce que je suis juridiquement l'affaire. Donc, quand il s'agit de ces actions syndicales, je ne suis pas là pour pouvoir lui donner conseil. Les syndicats ont toujours une manière de faire en Guadeloupe. Tout le monde sait très bien comment fonctionnent les syndicats sur certains problèmes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre les actions des syndicats. Donc, il ne faut pas qu'on me mélange et qu'on puisse me mettre dans une complicité dans des actions syndicales. En revanche, je dis, et il m'appartient en tant que personne qui conseille ce collectif de dire attention, si vous faites telle démarche, dans l'action juridique que nous avons engagée, l'action judiciaire, ça peut nous compromettre. Donc attention. Merci Jim pour ce petit focus qui était nécessaire sur ce qu'on appelle en français une mise au point. Oui, mise au point, qui était nécessaire. Il est 13h55, le ZCL d'aujourd'hui est terminé. On rappelle les titres rapidement avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on a traité du retour de la Miss Guadeloupe, donc Jalilane Maes, qui est 3e dauphine de Miss France, qui a atterri hier et qui a été accueillie comme il se devait. On a aussi évoqué la région qui mettait à l'honneur ses deux anciennes présidentes, donc Madame Borel-Incertain et Lucette Michaud-Chevry, en inaugurant 2 salles,
à leur nom. On a parlé de la signature de cette convention entre le département et Fouillol, donc l'Université des Antilles, pour permettre des opportunités en matière de mobilité et d'insertion professionnelle pour nos jeunes. Et forcément, on a parlé de Noël avec Noël pour tous et l'association Ensemble pour réussir Capesterre-Belle-Eau qui a permis à 45 enfants d'avoir des cadeaux pour les fêtes. En début du ZCL, nous avons reçu Gérard Pétapermal, qui est président du comité du premier jour, puisque c'est ce dimanche 24, à la DAS de Pointe-à-Pitre, que la communauté indo-guadeloupéenne ou les Guadeloupéens d'origine indienne vont commémorer le 169e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe. Cet anniversaire arrive quelques jours, enfin même moins d'une semaine après la visite de l'ambassadeur de l'Inde en France qui était en Guadeloupe pendant 3 jours. Et Gérard Pétapermal donc a continué sur cette lancée à expliquer pourquoi et comment ce monument qui va être déplacé, il va être reconstruit au Memorial Act, et pourquoi c'est la dernière de ce premier jour. Sinon, nous avons reçu aussi Bruno Monigan, Rosa Mounier et Fabiola Anzala pour le 100e anniversaire, le siècle, de l'enseignement agricole en Guadeloupe. On vient de parler d'agriculture, on sait très bien l'importance de l'agriculture dans notre pays et du développement de l'économie agricole. Avec Jim Napé, on a fait un petit focus sur la question de Doubin, puisque c'est un combat qui est mené depuis 10 ans par des agriculteurs qui sont en résistance parce que, il faut le dire, il y a un béquet qui s'est approprié de façon, entre guillemets, justifiée et pas justifiable jusqu'au jour de ces terres, et ce combat continue. Et puis Nono était avec nous, Jude Nono, pour rappeler que Oswella, c'est qu'à partir de 6h au Moule, et Kenny de Bitin, puisque le football soccer là qui continue, et c'est qu'avec Cactus Show, et encore c'était qu'Oswella, Jano, là, il est là, et bien, qui sont là. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être avec nous tous les jours. 13h57. Réalisation était faite par Yann. Non, pas Yann, c'est Jordan Jodla. Et avec Iman de retour. Et merci d'être avec nous. On se retrouve demain. Oui, bien sûr, on est là. Mais j'aimerais supposer que l'affaire là, ça peut au fin. Donc, une occasion, on vient, c'est ça. Oui, en fait, c'est pas terminé. Et je réitère sur ces questions-là, ce combat il est compliqué, il est par nature compliqué. Oui. Donc, j'interdis à qui que ce soit, d'accord, de traiter ça avec de la légèreté. Parce que moi, je ne suis pas là pour pouvoir traiter cette question avec de la légèreté, d'accord. Et si, effectivement, on ne peut pas fonctionner avec moi sur ce dossier-là, on ne peut pas supporter que je sois dans une situation d'accompagnement juridique des agriculteurs. Moi, je considère aussi que moi, je n'ai pas à travailler avec des personnes qui, eux aussi, sont du démarche qui est légère. C'est clair. Et il faut bien comprendre ce que les personnes attendent avant de réagir d'une certaine manière. Il faut prendre le soin, d'accord, d'analyser, de comprendre ce que l'on attend de soi. Et c'est à partir de là qu'on prend les bonnes décisions. Merci, Jim. Voilà. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, 13h58. Demain, on se retrouve à la même heure, 12h30, avec Iman, qui sera de retour. Voilà.